Des voyous ignorent que l'homme qui l'harcèle est un champion de boxe redoutable. Jean-Pierre Dubois avait toujours préféré l'ombre. À 17 ans, il possédait une présence discrète qui faisait que les professeurs oubliaient son nom et que ses camarades de classe le traversèrent du regard. Mesurant à peine 1,70 m, avec une silhouette mince cachée sous des sweats à capuche trop grands, des lunettes à monture fine perchées sur son nez et des cheveux noirs tombant sur ses yeux, il semblait conçu pour se fondre dans le décor. Lorsque sa famille a déménagé au lycée Montaigne en milieu de semestre, Jean-Pierre espérait maintenir cette invisibilité jusqu'à l'obtention de son bac. Le lycée Montaigne s'étendait sur 3 bâtiments reliés par des galeries couvertes, sa façade en pierre de taille dissimulant les drames typiques de la hiérarchie adolescente. Le bâtiment principal abritait les bureaux administratifs et la plupart des salles de classe, tandis que l'aile scientifique contenait les laboratoires et la redoutable cantine où le statut social s'affichait aussi ostensiblement que les plateaux repas. Le complexe sportif dominait l'extrémité est, tel un monument à l'obsession du lycée pour le rugby. Jean-Pierre naviguait dans ces couloirs avec un anonymat maîtrisé, serrant son sac en bandoulière usée et évitant tout contact visuel. Il avait perfectionné l'art de se faire discret dans ses précédents établissements et Montaigne ne ferait pas exception. Du moins, c'est ce qu'il se disait en se glissant à sa place assignée en cours d'histoire en 3e heure, remarquant comment les conversations s'éteignaient et les regards curieux suivaient ses mouvements. « Du sang neuf », murmura Antoine Moreau depuis 2 rangées derrière, sa voix portant juste assez fort pour s'assurer que Jean-Pierre entendait chaque mot. Antoine mesurait 1,90 m, avec de larges épaules, des cheveux châtain clair coiffés avec des produits coûteux, et sa veste de l'équipe de rugby négligemment drapée sur sa chaise. En tant que pilier vedette et roi incontesté de la hiérarchie sociale de Montaigne, Antoine attirait l'attention avec une arrogance désinvolte. À côté de lui, Théo Lemaire ricanait, un rouquin nerveux dont l'intelligence cruelle faisait de lui le parfait lieutenant d'Antoine. Théo possédait des traits fins qui auraient pu être beaux sans le rictus perpétuel qui lui tordait la bouche. Il était spécialisé dans la guerre psychologique, trouvant les faiblesses et les exploitant avec une précision chirurgicale. Le 3e membre de leur trio, Maxime Dubois, complétait le triangle toxique. Trapu et agressif, avec des cheveux noirs coupés courts et des poings marqués de cicatrices, Maxime servait de bras droit. Tandis qu'Antoine fournissait le charisme et Théo la ruse, Maxime déchaînait la violence lorsque la subtilité échouait. Madame Martin radotait sur la Révolution française, mais Jean-Pierre sentait le poids de leur attention comme une présence physique. Il avait déjà vu leur genre, des prédateurs capables de sentir la peur et la faiblesse depuis l'autre bout des couloirs bondés. Il se tassa davantage sur sa chaise, espérant se réduire à l'invisibilité, mais sachant avec une certitude nauséabonde qu'il avait déjà été marqué. La sonnerie retentit, libérant les élèves dans le chaos de l'interclasse. Jean-Pierre ramassa ses livres méthodiquement, attendant que la ruée initiale se calme avant de tenter de partir. Il avait appris que la circulation dans les couloirs créait un camouflage naturel, mais le timing était essentiel. Bouger trop tôt et vous attiriez l'attention. Attendre trop longtemps et vous deveniez une proie isolée. « Hé, binoclard !» La voix de Théo coupa le bruit alors que Jean-Pierre s'engageait dans le couloir principal. « Oui, toi, le nouveau, tu crois aller où ?» Jean-Pierre continua de marcher, faisant semblant de ne pas entendre. La règle cardinale pour survivre aux prédateurs du lycée était de ne jamais montrer de peur, de ne jamais courir, mais de ne jamais engager le combat à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Malheureusement, Antoine Moreau avait d'autres plans. La main du pilier s'abattit sur l'épaule de Jean-Pierre, le faisant pivoter et envoyant ses livres s'éparpiller sur le sol ciré. Les élèves les contournaient, comme l'eau contourne les rochers, la plupart détournant le regard, tandis que d'autres ralentissaient pour assister au spectacle à venir. « Mon ami t'a posé une question », dit Antoine, son sourire étudié ne parvenant pas à masquer la malice dans ses yeux bleu pâle.
On ne t'a pas appris les bonnes manières dans ton ancien établissement? Jean-Pierre s'agenouilla pour ramasser ses affaires éparpillées, les muscles tendus sous ses vêtements amples. Ses mains, cachées de la vue alors qu'il attrapait ses manuels, n'étaient pas les mains douces d'un adolescent typique. Durcies et marquées de cicatrices par des années d'entraînement, elles pouvaient délivrer une force dévastatrice avec une précision clinique. Mais révéler cette force ne ferait que créer des problèmes plus importants, et Jean-Pierre avait appris la valeur de la patience à la dure. « Désolé », marmonna-t-il, fourrant ses livres dans son sac sans croiser leurs regards. « Je ne vous ai pas entendu. » Maxime éclata de rire, un son rauque qui attira davantage de spectateurs. Sourd et muet, la combinaison parfaite. « Laissez-le tranquille, les gars. » La voix appartenait à Léa Martin, une petite brune aux yeux doux et plus de courage que de bon sens. Elle se fraya un chemin à travers la foule grandissante, son expression déterminée malgré sa taille minuscule par rapport à eux. Il est nouveau, il ne connaît encore personne. Le sourire de Théo devint prédateur. Regardez, tout le monde. Binoclard a déjà une copine. C'est pas mignon, ça? Laissez-la tranquille, dit Jean-Pierre calmement, levant enfin les yeux. Ses yeux sombres recelaient des profondeurs qui auraient averti une personne plus observatrice, mais les brutes de lycée regardaient rarement au-delà des apparences. « Oh, il parle !» Antoine applaudit d'un air moqueur. « Et il a aussi un complexe de héros. Ça devient de mieux en mieux. » La sonnerie d'avertissement retentit, signalant qu'il restait 1 minute avant le prochain cours. La foule commença à se disperser, mais pas avant qu'Antoine ne se penche suffisamment près pour que Jean-Pierre sente son eau de Cologne coûteuse mélangée à l'odeur métallique de la cruauté. Ce n'est pas fini, le nouveau, pas du tout. Jean-Pierre les regarda s'éloigner en se pavanant, le rire de Théo résonnant contre les casiers. Léa lui toucha doucement le bras, son visage marqué d'inquiétude. « Ce sont des crétins, » dit-elle doucement. « Ne les laisse pas t'atteindre. »« Merci d'avoir essayé d'aider, » répondit Jean-Pierre, passant son sac sur son épaule. « Mais tu ne devrais pas t'en mêler, ça ne fera qu'empirer les choses. » Elle étudia son visage avec une intensité surprenante. « Il y a quelque chose de différent chez toi, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur d'eux. » Jean-Pierre se détourna sans répondre, mais Léa était plus perspicace qu'il ne l'avait cru. La peur n'était pas son problème, le contrôle l'était. Derrière son extérieur doux se cachaient des années d'entraînement dans des disciplines qui pouvaient mettre fin à des combats avant même qu'ils ne commencent. Son père, un ancien opérateur des forces spéciales devenu consultant en sécurité privée, avait insisté sur un entraînement au combat complet dès l'âge de 8 ans. La boxe, le Muay Thai, le Jiu-Jitsu brésilien et les arts martiaux traditionnels avaient transformé Jean-Pierre en une arme déguisée en adolescent ordinaire. Mais les armes avaient tendance à attirer l'attention, et l'attention menait à des questions auxquelles Jean-Pierre ne pouvait pas répondre. Mieux valait endurer le harcèlement qu'expliquer pourquoi un jeune homme de 17 ans pouvait neutraliser des adultes armés à main nue. Le schéma s'établit au cours des semaines suivantes. La bande d'Antoine fit de la vie de Jean-Pierre un enfer soigneusement orchestré, leur campagne s'intensifiant chaque jour qui passait. Il le faisait trébucher dans les couloirs, faisait tomber ses livres de ses mains et le soumettait à des insultes verbales constantes. Théo se spécialisa dans la torture psychologique, découvrant d'une manière ou d'une autre que la famille de Jean-Pierre avait déménagé fréquemment. Un détail qu'il transforma en spéculation sur des antécédents criminels et une protection des témoins. À la cantine, il se positionnait pour intercepter Jean-Pierre pendant le déjeuner, le forçant à choisir entre la confrontation et manger dans les toilettes. Il choisit les toilettes, consommant des barres de céréales, enfermé dans une cabine et écoutant d'autres élèves qui avaient fait des choix similaires. La hiérarchie de la peur s'étendait plus loin qu'il ne l'avait initialement réalisé. Le gymnase devint un cauchemar particulier. Monsieur Dupont, un ancien joueur de rugby universitaire qui considérait la discipline comme un moyen de forger le caractère, semblait ignorer le harcèlement systématique qui se produisait sous sa surveillance.
Pendant les tests de conditions physiques obligatoires, Maxime heurtait accidentellement Jean-Pierre pendant les sprints. Dans la salle de musculation, Antoine chargeait des plaques sur des haltères bien au-delà des capacités apparentes de Jean-Pierre, puis se moquait de sa prétendue faiblesse lorsqu'il refusait de tenter le soulevé. S'ils avaient su que Jean-Pierre soulevait régulièrement 2 fois son poids corporel au développé couché dans la salle de sport familiale, leur tactique aurait peut-être été différente. S'ils avaient vu le sac de frappe dans son sous-sol, usé par des milliers de combinaisons dévastatrices, ils auraient peut-être reconsidéré leur choix de cible. Mais Jean-Pierre maintint sa façade avec une précision disciplinée, même si sa patience s'amenuisait chaque jour. Le point de rupture arriva un vendredi après-midi à la fin du mois d'octobre. Jean-Pierre venait de terminer son TP de chimie lorsque Théo apparut dans l'embrasure de la porte, bloquant sa sortie avec une désinvolture théâtrale. « Ton partenaire de TP t'a encore lâché ?» demanda Théo avec une fausse sympathie. « C'est bizarre comme ça continue d'arriver. » C'était vrai. Jean-Pierre s'était vu attribuer 3 partenaires de TP différents au cours du mois dernier, chacun trouvant des excuses pour se faire transférer après les campagnes de chuchotement de Théo. Les professeurs attribuaient cela au drame typique des adolescents, mais Jean-Pierre reconnaissait un assassinat de personnage sophistiqué quand il en voyait un. « Laisse-moi juste passer », dit Jean-Pierre d'un ton égal, remarquant comment la position de Théo éliminait les voies d'évacuation tout en créant un déni plausible pour tout observateur. « Bien sûr, le nouveau, juste après que tu aies nettoyé ton bazar. » Théo fit un geste vers le sol où un bécher de solution d'acide sulfurique s'était en quelque sorte renversé sur le chemin de Jean-Pierre. Le liquide était suffisamment dilué pour être relativement sûr, mais suffisamment concentré pour endommager les vêtements et la peau en cas de contact prolongé. « Je n'ai rien renversé », répondit Jean-Pierre, sa voix restant calme malgré la rage qui montait en lui. La caméra de surveillance dit le contraire. Théo pointa du doigt le coin où un dispositif de surveillance contrôlait le laboratoire de chimie. Un élève transféré maladroit fait des dégâts, refuse de nettoyer. Que penseront tes parents quand le lycée appellera à la maison? Jean-Pierre étudia l'expression suffisante de Théo, reconnaissant la construction élégante du piège. Nettoyer l'acide qu'il n'avait pas renversé et accepter l'humiliation, ou refuser et faire face à des conséquences administratives qui le suivraient jusqu'aux candidatures universitaires. L'un ou l'autre choix renforçait sa position au bas de la hiérarchie sociale du lycée, mais Théo avait fait une erreur de calcul cruciale. Il avait supposé que Jean-Pierre se souciait plus de son dossier scolaire que de sa dignité, que le tranquille élève transféré choisirait toujours la voie de la moindre résistance. Dans cette hypothèse résidaient les germes de sa chute. « Très bien, » dit Jean-Pierre calmement, s'agenouillant à côté du déversement. « Je vais nettoyer. » Le sourire de Théo s'élargit alors que Jean-Pierre attrapait des essuie-tout, mais vacilla lorsqu'il remarqua le changement de posture de Jean-Pierre. Les épaules affaissées s'étaient redressées presque imperceptiblement. Les mouvements hésitants avaient acquis une précision fluide qui suggérait une force enroulée sous ses vêtements trop grands. Jean-Pierre absorba l'acide avec un soin méthodique, ses mains fermes et sûres. Lorsqu'il se releva, Théo remarqua autre chose de différent. La façon dont les yeux sombres de Jean-Pierre étaient passés de la résignation au calcul. « Merci pour le nettoyage, le nouveau, » dit Théo, mais sa moquerie habituelle sonnait forcée. « À lundi. » Jean-Pierre passa son sac sur son épaule et dépassa Théo sans un mot, mais les 2 adolescents savaient que quelque chose de fondamental avait changé. La proie avait cessé de courir. Le lundi apporta l'événement principal. Antoine avait apparemment passé le week-end à planifier quelque chose de spécial, car il arriva à l'école avec le genre d'anticipation qui précédait ses plus grandes cruautés. Il avait rassemblé un public plus nombreux que d'habitude, y compris plusieurs élèves, avec des téléphones portables, prêts à documenter toute humiliation qu'il avait préparée. Jean-Pierre repéra l'embuscade immédiatement en entrant dans le bâtiment principal.
Antoine et sa bande s'étaient positionnés près de l'escalier central, contrôlant l'accès aux salles de classe du premier étage tout en maintenant la visibilité depuis 3 directions. D'autres élèves traînaient avec la désinvolture forcée de personnes s'attendant à un divertissement, leur excitation palpable malgré leur tentative d'indifférence. Il aurait pu emprunter un autre itinéraire. L'aile scientifique contenait des escaliers de service qui lui auraient permis d'atteindre son casier sans confrontation. Mais quelque chose s'était cristallisé pendant le week-end, une décision froide qui ne laissait aucune place à une retraite continue. Jean-Pierre marcha directement vers l'escalier, sa démarche ferme et déterminée. Les élèves s'écartèrent autour de lui, sentant le changement même s'ils ne pouvaient pas en identifier la source. Antoine le remarqua aussi, son sourire confiant vacillant, alors que Jean-Pierre approchait sans l'hésitation habituelle. « Eh bien, annonça Antoine à haute voix, jouant pour son public. « Regardez qui a enfin eu une colonne vertébrale. Dommage que ça ne t'aide pas à faire pousser autre chose. » Maxime s'avança, faisant craquer ses jointures avec une menace étudiée. Peut-être qu'on devrait tester à quel point il est vraiment dur. Théo se déplaça pour flanquer Jean-Pierre par la gauche, complétant leur formation avec une précision chorégraphiée. Ils avaient déjà fait ça, réalisa Jean-Pierre, probablement des dizaines de fois avec d'autres victimes. La pensée d'élèves précédents ayant subi un traitement similaire ne fit que renforcer sa détermination. « Voici ce qui va se passer le nouveau », continua Antoine, sa voix portant clairement à travers le couloir soudainement silencieux. « Tu vas te mettre à genoux et t'excuser d'avoir gaspillé notre temps tout le semestre. Ensuite, tu vas ramper dans ces escaliers comme le ver que tu es. » La demande envoya des murmures à travers la foule de spectateurs. Même selon les normes du lycée Montaigne, cela représentait une escalade extrême. Plusieurs élèves se sont déplacés inconfortablement, leur divertissement tournant au vinaigre alors qu'ils reconnaissaient la ligne qu'Antoine était en train de franchir. Jean-Pierre s'arrêta à 1 mètre d'Antoine, assez près pour voir les yeux pâles du pilier et sentir sa boisson énergisante du matin. Quand il parla, sa voix porta une certitude tranquille qui réduisit complètement le couloir au silence. « Non !» Le mot unique flotta dans l'air comme un défi. Le visage d'Antoine devint rouge, alors qu'il assimilait la défiance sans précédent. « Qu'est-ce que tu m'as dit ?»« J'ai dit non !» Le ton de Jean-Pierre resta conversationnel, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Son poids s'était installé sur la plante de ses pieds, ses mains s'étaient détendues à ses côtés et sa respiration avait acquis le rythme régulier que son père lui avait inculqué pendant des milliers de séances d'entraînement. Le sang-froid d'Antoine se brisa complètement. « Espèce de petit monstre, tu as la moindre idée à qui tu parles ?» Il s'avança agressivement, avec l'intention d'utiliser son avantage de taille pour forcer Jean-Pierre à se soumettre. Mais alors que sa main atteignait l'épaule de Jean-Pierre, la même prise qu'il avait utilisée des dizaines de fois auparavant, tout changea. Jean-Pierre bougea avec une précision fluide, sa main gauche interceptant le poignet d'Antoine, tandis que sa paume droite frappait le plexus solaire du pilier avec une précision dévastatrice. La technique exigeait un timing et un placement parfait, délivrant un impact maximal, tout en paraissant presque douce aux observateurs. Antoine se plia en deux, haletant pour de l'air que son diaphragme stupéfait ne pouvait pas traiter. Avant qu'il ne puisse se rétablir, Jean-Pierre s'était placé derrière lui et avait appliqué un étranglement sanguin que son instructeur de jiu-jitsu brésilien aurait applaudi pour sa perfection technique. « Dors !» murmura Jean-Pierre, alors que les jambes d'Antoine se dérobaient. L'ensemble de la séquence avait pris peut-être 3 secondes. Pour la plupart des observateurs, il semblait qu'Antoine s'était simplement effondré après une dispute. Seuls ceux qui avaient des yeux entraînés auraient reconnu l'efficacité clinique des techniques de Jean-Pierre. Maxime se rétablit en premier, son choc cédant la place au genre de rage qui lui avait valu sa réputation de bras droit, le plus craint de Montaigne. Il chargea avec un coup de poing sauvage qui aurait dévasté la plupart des adversaires. Jean-Pierre esquiva le coup avec un mouvement minimal, ses années d'entraînement à la boxe lui permettant de lire le télégraphe de Maxime depuis l'autre bout du couloir.
Alors que l'élan du combattant trapu le portait au-delà, Jean-Pierre délivra un coup de rein précis qui le fit tomber à genoux, suivi d'un coup de genou à la tempe qui mit fin à l'implication de Maxime de façon permanente. Théo, le génie tactique de la bande, s'était toujours enorgueilli de lire les situations et de s'adapter en conséquence. Mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à voir ses deux amis physiquement supérieurs se faire démanteler par quelqu'un qu'il avait considéré comme une proie sans défense. Il essaya de courir. Jean-Pierre l'attrapa après 5 pas, appliquant un takedown de lutte qui envoya Théo s'étaler sur le sol ciré. Lorsque le rouquin essaya de s'éloigner en rampant, Jean-Pierre l'épingla avec une technique qui ressemblait à une simple contention, mais délivrait une pression atroce sur l'articulation de l'épaule de Théo. « S'il te plaît » haleta Théo, toute son intelligence cruelle réduite à un désespoir animal. « Je suis désolé, je suis désolé !» Jean-Pierre se pencha près, sa voix à peine audible pour quiconque au-delà des oreilles de Théo. « Tu es désolé parce que tu t'es fait prendre, parce que quelqu'un a enfin riposté. Ce n'est pas la même chose que d'être désolé pour ce que tu as fait. » Il augmenta légèrement la pression, pas assez pour causer des dommages permanents, mais suffisamment pour s'assurer que Théo se souviendrait de ce moment pour le reste de sa vie. « Voici ce qui va se passer », continua Jean-Pierre sur le même ton conversationnel. « Tu vas me laisser tranquille. Tu vas laisser Léa Martin tranquille. Tu vas trouver de nouveaux passe-temps qui n'impliquent pas de rendre les autres malheureux. Tu comprends ?» Théo hocha frénétiquement la tête, les larmes coulant sur son visage, alors que la pression sur son épaule atteignait la limite de sa tolérance. « Dis-le » exigea Jean-Pierre. « Je comprends, je vais te laisser tranquille, je vais laisser tout le monde tranquille. » Jean-Pierre relâcha la prise et se releva lentement, examinant les conséquences avec un détachement clinique. Antoine commençait à bouger, son visage pâle et confus. Maxime restait immobile mais respirait, probablement commotionné mais pas gravement blessé. Théo se recroquevilla en position fétale, serrant son épaule et sanglotant ouvertement. La foule de spectateurs regardait dans un silence stupéfait, leur téléphone oublié alors qu'ils essayaient de comprendre ce dont ils avaient été témoins. Le tranquille élève transféré qu'ils avaient considéré comme une cible facile venait de démanteler les brutes les plus craintes du lycée Montaigne avec des techniques qui appartenaient à des films d'action plutôt qu'aux couloirs du lycée. Léa Martin se fraya un chemin à travers la foule, ses yeux grands ouverts d'étonnement et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Jean-Pierre » souffla-t-elle, « comment as-tu » Il se tourna vers elle et pendant un instant sa façade soigneusement construite se fissura. Au lieu de l'adolescent doux qui avait enduré des semaines de harcèlement, elle vit quelqu'un de beaucoup plus âgé et infiniment plus dangereux. « Je leur ai demandé d'arrêter », dit simplement Jean-Pierre, sa voix portant le poids d'une certitude absolue. « Ils ont choisi de ne pas écouter. » Monsieur Dupont arriva quelques secondes plus tard, son sifflet toujours suspendu à ses lèvres alors qu'il examinait la scène. 3 de ses athlètes vedettes gisaient éparpillés dans le couloir, tandis que leurs victimes supposées se tenaient indemnes parmi eux. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'entraîneur, son attitude militaire se faisant connaître alors qu'il évaluait la situation. « Ils l'ont attaqué », dit rapidement Léa. « Tous les 3. Jean-Pierre ne faisait que se défendre. » Plusieurs autres élèves hochèrent la tête en signe d'accord, leur témoignage étant étonnamment unifié, malgré l'influence précédente d'Antoine sur la hiérarchie sociale du lycée. Jean-Pierre réalisa que ses bourreaux avaient créé plus d'ennemis que d'alliés pendant leur règne de terreur. Antoine se releva avec difficulté, son visage affichant un mélange d'humiliation et de rage. « Espèce de petit monstre, ce n'est pas fini !» Jean-Pierre croisa son regard avec une indifférence calme. « Si, c'est fini. » Quelque chose dans son ton fit reculer Antoine involontairement. Le pilier avait bâti sa réputation sur l'intimidation et la domination physique, mais Jean-Pierre rayonnait une confiance tranquille qui suggérait des profondeurs qu'Antoine ne pouvait pas comprendre. « Monsieur Moreau, monsieur le maire, monsieur Dubois,
dit sèchement M. Dupont. « Présentez-vous immédiatement au bureau du proviseur. Monsieur Dubois, vous venez avec moi. » Alors qu'il marchait vers les bureaux administratifs, Jean-Pierre sentit le poids de dizaines de regards suivant leur progression. À l'heure du déjeuner, l'histoire se serait répandue dans tout le lycée, grossissant probablement au fur et à mesure qu'elle était racontée, jusqu'à ce qu'il ait vaincu à lui seul la moitié de l'équipe de rugby. Le proviseur s'avéra plus raisonnable que Jean-Pierre ne l'avait prévu. Après avoir examiné les images de surveillance et interrogé les témoins, elle suspendit Antoine, Théo et Maxime pendant 2 semaines, tout en plaçant Jean-Pierre en congé administratif en attendant une enquête complète. « Les preuves montrent clairement que vous avez agi en état de légitime défense », expliqua-t-elle, son expression réfléchie alors qu'elle étudiait le dossier de Jean-Pierre. « Mais l'efficacité de votre réponse soulève des questions sur la proportionnalité. » « Ils se rétabliront complètement, » répondit Jean-Pierre avec une certitude qui fit hausser les sourcils du proviseur. « Comment pouvez-vous en être si sûr ? Parce que j'ai fait attention à ne pas causer de dommages permanents. » L'aveu flotta entre eux comme une confession. Le proviseur avait traité de nombreux cas de violence adolescente au cours de sa carrière, mais rien de tout à fait comme ça. La plupart des combats étaient des affaires chaotiques motivées par l'émotion et l'inexpérience. Jean-Pierre avait fait preuve du genre de retenue calculée qui suggérait une formation professionnelle. L'enquête se termina en 1 semaine. Les images de surveillance confirmèrent que la bande d'Antoine avait déclenché la confrontation. Les témoignages des témoins soutinrent l'affirmation de légitime défense de Jean-Pierre. Et les rapports médicaux montrèrent sa retenue dans le traitement de techniques potentiellement mortelles. Antoine, Théo et Maxime revinrent à l'école 2 semaines plus tard en tant que personnes différentes. L'arrogance facile qui avait défini leur personnalité avait été remplacée par une vigilance prudente, surtout lorsque Jean-Pierre apparaissait dans leur voisinage. Ils ne croisèrent plus le regard de leur ancienne victime et leur campagne de harcèlement avait pris fin aussi brusquement qu'une lumière éteinte. Le changement dans la dynamique sociale du lycée Montaigne s'avéra plus spectaculaire que Jean-Pierre ne l'avait prévu. Les élèves qu'il avait auparavant évités par peur l'approchaient maintenant avec un respect prudent. Léa Martin devint une compagne de déjeuner régulière, leur amitié s'approfondissant à mesure qu'elle se révélait plus perspicace et courageuse que la plupart de ses pairs. Jean-Pierre maintint sa présence discrète, mais n'essaya plus de cacher sa force. Lorsque des élèves de classes inférieures étaient confrontés au harcèlement, il sollicitait son intervention avec la certitude que l'aide arriverait rapidement et de manière décisive. Il n'eut plus jamais besoin de se battre. Sa réputation s'avéra un moyen de dissuasion suffisant pour la plupart des fauteurs de troubles potentiels. Le jour de la remise des diplômes, alors que Jean-Pierre se préparait à quitter le lycée Montaigne pour toujours, Léa l'approcha avec une question qui l'avait apparemment troublé pendant des mois. « Regrettes-tu ça ?» demanda-t-elle. « Avoir attendu si longtemps avant de riposter ?» Jean-Pierre considéra la question sérieusement, pesant les semaines d'humiliation par rapport aux leçons qu'elle lui avait enseignées sur la patience, la stratégie et l'application appropriée de la force. « Non, » dit-il finalement. « Ils avaient besoin de devenir les méchants de leur propre histoire avant que je puisse en être la solution. Si j'avais agi plus tôt, j'aurais été juste un autre élève violent. En attendant, je suis devenu quelque chose d'entièrement différent. » Léa sourit, la compréhension naissant dans ses yeux sombres. « Tu es devenu l'espoir. » Alors que Jean-Pierre traversait la Seine pour recevoir son diplôme, il réfléchit à l'étrange voyage qui l'avait amené à ce moment. Le tranquille élève transféré qui était arrivé 8 mois plus tôt n'existait plus, remplacé par quelqu'un de plus confiant et complet. Il avait appris que la force sans retenue était dénuée de sens, que le véritable pouvoir résidait dans le choix du moment et de la manière d'agir, plutôt que de simplement posséder la capacité de le faire. Jean-Pierre Dubois était arrivé au lycée Montaigne en tant que cible, avait enduré des mois de harcèlement systématique et était reparti en tant que légende. Mais peut-être plus important encore, il avait prouvé que les victimes pouvaient devenir des vainqueurs sans sacrifier leur âme.
que la force tempérée par la sagesse pouvait transformer même les situations les plus cruelles en opportunités de justice. En fin de compte, cela pourrait bien avoir été la leçon la plus précieuse de toutes.